Buenas tardes. Tengo que hablar francés, lo siento. D'abord, je remercie l'UEMED pour nous inviter à être parmi vous ici. Moi, je travaille à Prima Foundation. Je suis professeur et maintenant je gère les projets Water, Energy, Food Ecosystem, tout ce qui est lié à l'eau, l'énergie, l'alimentation. Aujourd'hui, nous attaquons à un sujet qui est clé pour moi, pour la région méditerranéenne. C'est la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, en fait, elle est face à plusieurs défis dans la région méditerranéenne. Permettez-moi d'abord de dire que la région méditerranéenne a toujours fasciné et joué un rôle majeur en Europe en matière tant commerciale, économique, culturelle et géopolitique. De plus, il faut dire que les pays des rives sud et est de la Méditerranée connaissent aujourd'hui de profonds bouleversements sociaux et politiques susceptibles d'affecter la rive nord et rendre leur avenir pour le moins incertain. Dans ce contexte, il est indispensable de faire des analyses prospectives dans la région et d'ailleurs il y a pas mal d'analyses prospectives dans la région. Cette région méditerranéenne est toujours placée dans une série de défis stratégiques dans la sécurité alimentaire, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Parce que souvent on parle de la sécurité quantitative, mais aussi c'est important de mettre l'accent sur l'aspect qualitatif. Il faut dire que la sécurité alimentaire, donc c'est depuis ce concept-là est apparu dans les années 60. Dans les années 60, et la sécurité alimentaire était seulement perçue en termes de disponibilité physique des aliments. Si cette pression de la sécurité alimentaire, il suffit donc d'augmenter la production alimentaire mondiale pour combler le déficit de l'alimentation de la population mondiale. Ça, c'est durant les années 60. Mais il faut dire que même avant, il y avait des débats sur la sécurité alimentaire, comme on le dit, depuis même la création de la FAO. C'était en 1949, il y a eu des ébauches qui parle en fait de l'importance de la sécurité alimentaire. Suite à la crise alimentaire de 1974, le monde a pris conscience de la nécessité de mettre en place des structures telles que le Conseil alimentaire mondial, le comité de la FAO pour la sécurité alimentaire mondiale, le comité des programmes et politiques d'aide alimentaire, ça c'est aussi important, et cette définition de la sécurité a donc évolué comme la capacité à assurer la disponibilité, la stabilité et l'accès. Donc tout ça, vous voyez, c'est l'aspect quantitatif. Donc on parle de quantité, de la disponibilité des aliments pour les citoyens. En 1995, ça c'est le grand tournant. 1995, vous vous rappelez de l'apparition de la maladie de la vache folle. Et là, on s'est dit attention, on doit faire attention à la qualité. Donc la qualité elle est vraiment déterminante aussi bien que la quantité. En 1996, et d'ailleurs, donc ça c'est le grand tournant aussi juste après l'année de la vache folle, c'est le sommet alimentaire de Durham. Et là, donc, ils ont défini clairement la sécurité alimentaire et la qualité est apparue donc en tant que composante essentielle en parallèle donc, à la quantité. Donc, vous voyez que le défi, ce n'est pas uniquement la quantité, mais également c'est la qualité. Quand on parle de la qualité, donc, j'essaierai de simplifier davantage, c'est en fait de lutter tout ce qui est contre maladie d'origine alimentaire. Donc, vous vous rappelez, nous vivons dans une région, là, l'obésité qui favorise beaucoup de maladies. Donc l'obésité, elle est dans la région, même dans les pays du Sud. Il ne faut pas dire que l'obésité, c'est uniquement dans la région du Nord. Je me rappelle aussi dans la rive sud, Tunisie, Algérie, Maroc, il y a même de l'obésité. Et souvent, l'obésité, elle est juste à côté de faim. Vous voyez, donc là, ça c'est aussi important. Et l'obésité, ça favorise beaucoup de maladies. Le diabète de
type 2. Donc il est fréquent aussi dans la région et aussi donc les cancers. Donc tout ça, donc en fait, ça définit la qualité des aliments et on doit faire attention. Ce n'est pas uniquement le fait d'avoir la quantité suffisante, mais également aussi donc, le fait d'avoir donc la qualité. Alors en fait, ce défi est plus exigu, puisqu'il y a d'autres défis à relever dans la région. Vous voyez que nous avons le défi quantitatif, le défi qualitatif. Tout ça, nous avons beaucoup de défis dans la région méditerranéenne. Je commence d'abord, donc je vais laisser peut-être la parole aux collègues. D'abord la variable démographique, la population. Donc, la population méditerranéenne a presque triplé entre 1960 jusqu'à ce jour. Imaginez, c'est 3 fois. Donc on doit augmenter la production, on doit nourrir tout le monde. Et d'ailleurs, cette population, d'après les estimations, ça va atteindre même plus que 600 et même 700 millions d'habitants au niveau de la région méditerranéenne. Il y a des gens qui disent c'est 800 millions d'habitants. Donc là, quand on parle d'augmentation de la population, donc certainement il y a un besoin en aliments, il y a un besoin en eau et il y a un besoin aussi donc, en énergie. Donc on a besoin de tous ces ressources naturelles qui sont importantes. Et vous savez très bien que nous vivons dans une région là où on n'a pas beaucoup d'eau, on n'a pas assez d'eau et on n'a pas beaucoup de terres arables. Donc ça c'est très important. Et devant donc ce défi donc, de la population. L'urbanisation c'est aussi notre défi donc, à côté donc, de la population. Le taux d'urbanisation des pays méditerranéens a passé de 64% en 2000 à 72%, plus de 72% en 2025. Le défi 3, ça c'est, vous connaissez tous, c'est l'impact du changement climatique. Et vous savez que dans la région méditerranéenne, nous vivons donc l'impact du changement climatique. Et chaque fois, vous voyez donc le groupe de GIEC, ils sont en train toujours de nous avertir qu'on est en train de dériver par rapport donc, à la Convention de Paris, mais toujours donc, on a cette augmentation croissante de la température. Moi j'ai vécu, je me rappelle, j'étais chercheur avant, j'ai suivi la température pendant une vingtaine d'années, j'ai trouvé qu'il y a une augmentation nette donc, de la température. Maintenant les gens disent qu'on est au 2 degrés, mais je suis sûr qu'on a dépassé un tout petit peu. Donc la région euro-méditerranéenne fait partie disons, les plus vulnérables au changement climatique. Et ce qui est important au niveau de la région, ce sont les fréquences des phénomènes extrêmes. Donc nous avons des sécheresses et nous avons des inondations. Et la région méditerranéenne est donc assujettie à ces événements extrêmes dans la région. Et ça, c'est très grave donc, pour la région. Je vais finir pour la quatrième défi, je le mets comme un quatrième, c'est la guerre ukrainienne. Donc vous savez tous que la guerre entre la Russie et l'Ukraine entraîne une hausse record des prix de matières premières alimentaires, en particulier le blé, l'huile, le soja en particulier, mais également aussi de l'énergie. Donc l'Europe et de nombreux pays dépendants des importations de ces denrées se préparent à vivre une profonde crise alimentaire. Les conséquences sont plus difficiles pour certaines régions du monde, notamment l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, qui dépendent de plus de 50% des importations de blé russe et ukrainien. Rappelez que l'Égypte importe 60% de ses besoins. Et les céréales, donc, c'est au cœur de la sécurité alimentaire. Pourquoi les céréales sont au cœur de la sécurité alimentaire? Puisque les céréales constituent 90% de l'énergie consommée par l'alimentation humaine. Imaginez ce qu'on consomme, l'énergie, ça provient donc de ces denrées, de ces céréales. Donc, on est au cœur donc, de la sécurité alimentaire. Donc, le grand défi du marché des céréales est de pouvoir répondre à des chocs de climat, des chocs de changement pratique agricole avec une demande en constante augmentation dans le secteur méditerranéen. Donc la plupart des pays méditerranéens sont devenus des importateurs nets de céréales. Donc la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, c'est des grands importateurs de céréales et maintenant il y a des problèmes. Donc c'est difficile même d'avoir une baguette. Donc là, il faut faire la queue dans certaines régions. Juste pour vous donner un indicateur, et ça vous allez peut-être donc choquer pour ça, que la
région, l'Afrique du Nord en particulier, ça représente, disons, 2% de la population mondiale. Mais il a importé 30% donc des importations de céréales du monde entier. Vous voyez que cette région, ça pèse. Si on change donc, nos habitudes et essayer peut-être de renverser donc, cette importation, là donc, on peut donc avoir notre mode au niveau de la région méditerranéenne. Alors donc sans trop tarder, donc, notre session en fait, ça proposera des solutions aux vulnérabilités du système alimentaire méditerranéen pour assurer une plus grande résilience aux crises alimentaires d'ici 2030. Donc c'est un grand plaisir de voir parmi nous Pablo Barbara et Sébastien Abyss. Donc je commence avec Monsieur Pablo Barbara, donc, je le présente, donc il est conseiller pour les relations extérieures de l'Union européenne, le groupe Maghreb, Mashrek et Golfe. Donc il est représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Union européenne au niveau donc, du ministère espagnol des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération. Voilà, sans trop tarder, donc je passe d'abord la parole à Pablo pour nous éclairer sur les problèmes de la sécurité alimentaire. Où est-ce qu'on est au niveau de la région méditerranéenne? Est-ce qu'on est en danger ou bien quand même il y a une marge de manœuvre au niveau de la région méditerranéenne? C'est-à-dire qu'on peut se rattraper. Donc on n'est pas vraiment donc, en danger et il y a donc des possibilités d'amélioration. Voilà, donc je vous cède la parole, monsieur Pablo. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Ali. Si ça va, je veux intervenir depuis ici. En primer lloc, moltíssimes gràcies a la Fundació La Caixa i al Club de Roma, representada avui aquí pel seu president, Jaume Lanaspa, i Ali Ahmed, representat pel seu president, Serem Florença, i pel seu director general, Roger Albinyana, a més de per tot l'equip. Moltes gràcies per la invitació i per poder participar avui en aquesta interessant jornada sobre seguretat alimentària amb l'Ali Roma i el Sebastián Abyss. Moi, je vais essayer de faire des remarques, comme vous avez introduit, Ali, sur des aspects plutôt politiques et géopolitiques de l'actuelle crise alimentaire internationale et surtout pour les répondre directement dans la région méditerranéenne. Je vais continuer en espagnol, s'il n'y a pas de problème. Como decía Ali, la seguridad alimentaria se ha convertido en una de las grandes cuestiones y prioridades de la actualidad política internacional. Creo que el poder hablar hoy aquí de esta cuestión específicamente en relación con el Mediterráneo tiene un enorme interés porque es parte, como digo, de las discusiones y de las agendas de trabajo de los líderes internacionales, al igual que lo es en general la seguridad alimentaria en todo el mundo. Hace poco, en junio, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertaba de que estamos ante una crisis de hambre global. Hablaba de una Global Hunger Crisis sin precedentes debido a la multiplicación e intensificación de las presiones que ya venían existiendo sobre la cadena alimentaria mundial. En la actualidad hay 276 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria. Es una cifra que se ha duplicado desde 2020. Y Guterres alertaba de la posibilidad de que hubiera en los años 2022 y 2023 hambrunas en varios lugares del mundo si no actuamos ya sobre el problema, especialmente sobre los países más vulnerables. Alertaba también Guterres sobre los posibles efectos que esta situación puede provocar sobre la estabilidad social y política. Es una preocupación en general compartida, como digo, por todos los líderes mundiales. Voy a intentar explicar, intentaré que sean pocas palabras, ¿no?, por qué se ha llegado a esta situación, especialmente en la región del Mediterráneo. Decía un gran historiador de las civilizaciones, Fernand Braudel, que si uno quiere entender el presente, debe recuperar toda la historia. No es ningún secreto que la facilidad a la hora de producir y abastecerse de alimentos ha sido una de las claves de la prosperidad y de la riqueza de las naciones.
Del mismo modo que la ausencia de una provisión estable y asequible ha sido siempre fuente de inestabilidad política y social. Las tradicionales crisis de subsistencias, típicas de la antigüedad y de la Edad Media, han sido muy frecuentes en la historia del Mediterráneo y han llegado incluso a nuestros días bajo la forma de las llamadas revueltas del pan. El propio Egipto es un caso paradigmático de ello. Hay que recordar que la base de la prosperidad en el antiguo Egipto, de los faraones, fueron siempre el agua y las crecidas del Nilo, que permitieron cultivar toda clase de alimentos a lo largo de una extensa franja del territorio egipcio, que no solo abastecía a su población, sino que además permitía generar excedentes, exportarlos y comerciar con ellos. Hoy en día la situación es distinta. La fuerte presión demográfica y la dependencia del exterior para abastecerse de productos básicos como el trigo, del que es el mayor importador del mundo, se han convertido en una de sus mayores vulnerabilidades de este gran coloso del Mediterráneo que es Egipto. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad? La guerra de Ucrania ha venido a agravar el problema del aumento de precios que ya venía registrándose incluso antes de su estallido. La pandemia de COVID-19, la desigual recuperación económica, la destrucción de las cadenas de valor que la pandemia produjo y varias sequías en regiones productoras de alimentos del mundo habían desencadenado ya antes de febrero una espiral de aumento de los precios de la energía y de los productos agrícolas. Entre febrero de 2021 y febrero de 2022, el trigo había subido ya un 51% y el aceite vegetal un 30% en los mercados globales. El estallido de la invasión de Ucrania ha exacerbado esta crisis. El impacto en materia de seguridad alimentaria está siendo muy fuerte por la importancia que tienen Rusia y Ucrania en el mercado de exportaciones de trigo, de grano, de aceites y de fertilizantes. Hoy en día, el 30% de las exportaciones globales de trigo y cebada, como ha mencionado Ali, el 20% del maíz y el 80% del aceite de girasol proceden de estos dos países. Es decir, un 12% de las calorías que todo el mundo consume. Con datos de julio de este año, el índice de precios de alimentos de la FAO ha aumentado un 36% desde marzo de 2021 y un 60% desde marzo de 2020. Asimismo, el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, que como saben se ocupa de proveer de ayuda alimentaria a los países que están en riesgo alimentario, cuya base, cuyos suministros provienen en un 50% de Ucrania, tendrá que recortar su ayuda salvo que se incremente su financiación. 1.700 millones de personas están hoy en día en todo el mundo, en todo el globo, afectadas por esta crisis global de alimentos. Algunas regiones son más vulnerables que otras, es evidente, como el Sahel, el África del Este, pero también una buena parte del Mediterráneo y también de Oriente Medio, precisamente porque son muy dependientes de las importaciones de granos de los países mencionados. Rusia ha desbaratado la capacidad productiva de Ucrania a nivel de producción de grano. Está, como es sabido, poniendo todo tipo de trabas, sino prohibiendo la importación de grano o las exportaciones de grano de Ucrania, además de las suyas propias a determinados países. Estamos comenzando además a ver distorsiones, además de este shock en la oferta, distorsiones en el mercado que complican aún más la actual coyuntura, como la actual prohibición de exportación de trigo de países también exportadores e importantes en los mercados globales, como son la India o incluso países que intervienen en la fijación de los precios mundiales a través de la fuerza que tiene el comercio internacional, como son China, que ha paralizado el crucial puerto comercial de Shanghái a través de su política COVID-0. Además de este problema se suma el shock
en la oferta de fertilizantes internacional debido a la importancia que tienen Rusia y Bielorrusia en la producción de este tipo de inputs agrícolas. Suben los precios y sube por consiguiente la inseguridad alimentaria. Las estimaciones del Programa Mundial de Alimentos señalan que la población en situación de inseguridad alimentaria se multiplicó por 2 a raíz de la pandemia, pasando de 135 millones a principios de 2020 a 276 millones 2 años después. Los efectos de la guerra de Ucrania, según esta estimación, aumentarán esta cifra hasta llegar hasta los 323 millones este año. Asimismo, según las estimaciones del Banco Mundial, el conflicto en Ucrania conducirá a que 95 millones de personas caigan en situación de pobreza extrema y 50 millones sufran desnutrición severa. Hablemos ahora del impacto de esta crisis de seguridad alimentaria global sobre la región del Mediterráneo y específicamente también de Oriente Medio. Como decíamos, están sufriendo las consecuencias de estos países de el shock, digamos, producido en la oferta de trigo al ser especialmente dependientes de Rusia y de Ucrania. Ha sido mencionado el caso de Egipto, de Túnez, también Líbano o Turquía son altamente dependientes de dicho grano. Hay efectos que se suman a este problema, estas restricciones en la oferta, y son los efectos macroeconómicos de la guerra de Ucrania que han alcanzado también a los presupuestos de estos países de la ribera sur del Mediterráneo. Hay que recordar que algunos de estos países han venido experimentando problemas de estabilidad macroeconómica en los últimos años, problemas que se han agravado en algunos casos como consecuencia de la pandemia de COVID. Además se suma a esto el hecho de que muchos de ellos subsidian muchos de los productos alimenticios, como el pan, que es una fuente principal de la dieta de las sociedades mediterráneas, como todos sabemos. Los países productores de petróleo y de gas en esta región del mundo son los menos afectados, ya que han podido compensar el incremento de los precios de los alimentos con los fuertes incrementos que han experimentado las commodities que exportan, el gas y el petróleo. Es curioso que los países del Golfo, por ejemplo, pese a su enorme dependencia del exterior en relación con la importación de alimentos, están hoy en día mejor preparados para enfrentar esta crisis en la seguridad alimentaria global que otros, ya que tienen grandes excedentes presupuestarios y, además, se prepararon ya en 2007 y 2008, durante la anterior crisis de seguridad alimentaria que hubo después de la gran crisis financiera internacional, desarrollando estrategias de resiliencia y de seguridad alimentaria para protegerse de este tipo de eventos, como por ejemplo invirtiendo en la compra de tierras en el exterior o en activos que les permitieran superar circunstancias como esta. No obstante, los países que no son productores de hidrocarburos, a los precios de los alimentos que están subiendo, se suma el incremento de los precios de los combustibles u otros efectos como la reducción en los flujos turísticos que provenientes de Rusia y de Ucrania, lo cual está provocando presiones sobre los tipos de cambio de su moneda. Algunos de ellos han tenido incluso que devaluar sus monedas nacionales. Hay que también mencionar en todo este escenario el impacto de la narrativa rusa sobre lo que está sucediendo en la región, sobre por qué están sucediendo los precios. Rusia acusa a la Unión Europea del negativo impacto de la guerra por las sanciones, de no reaccionar a la crisis alimentaria y de un supuesto doble rasero en relación con la enorme ayuda brindada a los millones de refugiados ucranianos, que es muy pequeña en comparación con la que brindamos a las crisis de otras regiones de la región, como la Siria, la de Yemen o la de Palestina. Todas ellas
digamos, forman parte de una estrategia de Rusia fundamentalmente por desinformar y por trasladar una visión de las cosas deformada que entre todos debemos intentar explicar mucho mejor. Hay también en esta crisis potenciales consecuencias de carácter sociopolítico. Me refería al principio a cuáles son los efectos políticos de la carestía o de la ausencia de un suministro estable de alimentos para cualquier civilización. Bueno, el temor a una mayor inestabilidad en la ribera sur del Mediterráneo, en general, en todos aquellos países que la están sufriendo alrededor del mundo, ha hecho que sus gobiernos reaccionen rápidamente. En el caso del Mediterráneo, pues buscando garantizar sobre todo los subsidios a los productos alimenticios, buscando acuerdos de suministro con los mismos productores o con otros, o luchando contra la especulación que se está produciendo en algunos de estos países con los alimentos. Por el momento, salvo algunas manifestaciones aisladas, no ha habido episodios de violencia asociados a este problema, lo que no significa que los pueda haber en un futuro, como alertaba el propio secretario general Antonio Guterres. Todos recordamos, si hacemos un poquito de historia reciente, la influencia que tuvo la subida de los precios de la harina de trigo por la mala cosecha precisamente de Rusia y de Ucrania, la influencia que tuvo a la hora de activar las protestas callejeras de la primavera árabe. Cabe recordar en este sentido que en enero de este año el índice de precios de los alimentos de la FAO superaba ya en términos reales los máximos alcanzados entre 2010 y 2011, lo cual es un indicador de dónde estamos y la peligrosidad o la, digamos, potencial peligrosidad que tiene la situación actual. Hay que tener en cuenta que si esta crisis continúa, se puede complicar también con los efectos del cambio climático en los países de la ribera sur, en los que se está produciendo una prolongada sequía y cada vez hay mayor presión sobre los recursos hídricos. Además, preocupan los efectos que esta inestabilidad política puede tener sobre los flujos migratorios, por ejemplo, y la migración ilegal. ¿Qué es lo que estamos haciendo todos los gobiernos para reaccionar ante este problema? Yo creo que este es un asunto de capital importancia. Hay que trasladar a la ciudadanía y a la opinión pública lo que estamos haciendo todos los días para poner remedio a esta situación. En los últimos meses, desde el propio mes de marzo, ha habido una multiplicación de iniciativas a nivel de Naciones Unidas, de Estados Unidos, la Unión Europea, el G7, la Unión Africana, las instituciones financieras internacionales. En el ámbito de Naciones Unidas destaca el lanzamiento por parte del secretario general del Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance, que es como el gran paraguas que busca coordinar la respuesta del sistema de Naciones Unidas a la triple crisis que enfrenta el mundo. El G7, por su parte, ha lanzado la Global Alliance for Food Security, que es complementaria a todas las demás operaciones en marcha y ha propuesto, entre otras acciones, crear corredores de solidaridad para permitir que Ucrania pueda exportar sus productos agrícolas, evitar hambrunas con evaluaciones individuales para cada país y promover la producción agrícola sostenible en las futuras cosechas. Por lo que respecta a la Unión Europea, creo que es muy importante explicar bien qué es lo que estamos haciendo. Está privilegiando una respuesta conjunta de todas sus instituciones y de los Estados miembros a través de 4 grandes líneas de acción: más solidaridad, con ayuda humanitaria, aumento del apoyo financiero y del espacio fiscal para los países afectados, aumentar la producción a través de pequeños productores locales, sin olvidar la transición verde, medidas de apoyo al comercio para intentar evitar fronteras, apoyando siempre todo el enfoque multilateral.
En cuanto a las medidas de apoyo al comercio y a la recuperación de la oferta de grano y de productos alimenticios, destaca la puesta en marcha de la llamada Solidarity Lanes Action Plan, que busca garantizar la exportación de trigo ucraniano y facilitar las importaciones necesarias. Esta iniciativa ha permitido que ya en el propio mes de agosto se haya exportado más grano ucraniano a través de, digamos, otras vías distintas que las del Mar Negro, 2,6 millones de toneladas exportadas por estas vías alternativas frente a las 1,7 millones de toneladas a través del Mar Negro. Destaca también una iniciativa puesta en marcha en el mes de mayo por la Unión Europea, el Fondo o la Facilidad sobre Seguridad Alimentaria, dotado con 225 millones de euros, con destino prioritario a Egipto, Líbano, Siria, Libia, Túnez, Marruecos y Palestina, que ha buscado paliar problemas de la balanza de pagos, así como apoyar las redes de protección y de seguridad social de estos países. ¿Qué está haciendo nuestro país, España? Está jugando un papel muy activo en la respuesta a esta crisis, defendiendo el enfoque multilateral como el único posible. Participamos en la iniciativa del Secretario General de Naciones Unidas a través de un embajador en misión especial, Gabriel Ferrero, que es a su vez presidente del Comité de Seguridad Alimentaria, que actúa como apoyo en la línea de seguridad alimentaria del grupo. España hace contribuciones importantes en el ámbito humanitario a través de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo y también aportaciones a través de lo que son las líneas tradicionales de cooperación al desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Estamos también apoyando con muchas contribuciones multilaterales, aportaciones a organizaciones internacionales con mucha relevancia en el ámbito de la seguridad alimentaria, como el Programa Mundial de Alimentos, como ya he dicho, la FAO, entre otros. Quiero también mencionar que participa España en la iniciativa de la Unión Europea, esta Solidarity Lanes Action Plan, a través de un proyecto piloto para transportar grano en tren desde Ucrania hasta España como alternativa o como complemento al modo marítimo. En conclusión, quisiera mencionar que hay también algunas señales positivas o que llaman a la esperanza, y es que como consecuencia probablemente de las medidas que se han tomado ya en los últimos meses, los precios del petróleo y del trigo han empezado a bajar y están regresando a los niveles anteriores a la guerra de Ucrania. Es un dato esperanzador, aunque no debe ser matizado, ya que hay otros efectos, como por ejemplo la devaluación del euro frente al dólar, que ha hecho que los países importadores que han tenido que devaluar sus monedas pues tampoco puedan compensar una cosa por la otra. En todo caso, hay también un acuerdo facilitado por Naciones Unidas y por Turquía para poco a poco permitir el levantamiento del bloqueo de los puertos ucranianos, que esperemos permita ir exportando los 20 millones de toneladas que había antes del verano bloqueados en dichos puertos. En definitiva, nos encontramos ante un problema de gran calado, un problema multidimensional, el mayor en muchas décadas, al que solo podemos hacer frente incrementando la cooperación multilateral y que en todo caso necesita de una respuesta multisectorial, tanto a corto como a largo plazo, que nos ayude a rebajar los precios y a garantizar una mayor y más eficiente provisión de alimentos en el mundo, pero muy especialmente en nuestros socios mediterráneos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante.
Merci beaucoup, Pablo. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'initiatives dans la région méditerranéenne. Et ce que je peux dire, donc, au niveau de la sécurité alimentaire, on ne peut pas donc pallier, disons, à ce problème d'insécurité alimentaire à l'échelle d'un pays. Donc, c'est impossible donc, de penser donc, avoir cette sécurité au sein des pays. Donc, il faut qu'il y ait absolument donc, une coopération entre les différents pays. Donc, et Pablo, donc, il a déjà donc, exposé dans sa présentation qu'il y a donc des initiatives donc, à l'échelle donc, régionale pour pallier donc, à ce problème d'insécurité alimentaire. Donc, juste avant de donner la parole à Sébastien, au niveau de la production agricole, vous savez que dans la région méditerranéenne, qui produisent les aliments? Ce sont les petits agriculteurs qui ont 1-2 hectares. Et 80% des agriculteurs sont des petits agriculteurs. Donc, si les petits agriculteurs, ils sont assujettis au changement climatique, ils ne peuvent pas produire, ils ne sont pas compétitifs. Et donc, si on arrive donc, à mettre en place un programme qui est dédié donc, aux petits agriculteurs au niveau de la région méditerranéenne, ça peut donc vraiment donc, freiner un peu surtout l'importation des céréales donc, à partir de l'Ukraine et de la Russie. Voilà, donc je passe la parole à Sébastien. Sébastien Habis est un directeur, mais je le connais depuis le SIAM, hein, donc vous avez travaillé au SIAM une dizaine d'années ou plus, je pense, plus même. Et après donc le SIAM, donc vous avez donc mis en place ce club Déméter et vous êtes le directeur de ce club Déméter. J'aimerais bien aussi rappeler que Sébastien a participé dans plusieurs événements donc, sur la sécurité alimentaire il y a à peu près une quinzaine, 20 d'années. Hein. Donc, je me rappelle donc un événement sur la sécurité alimentaire en 2013. Donc c'était pour les pays du Sud, mais c'était extraordinaire. Donc cet événement, j'étais là. Donc Sébastien, il va nous conduire vers l'aspect géopolitique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la sécurité alimentaire si on voit l'angle donc géopolitique. Sébastien, merci d'être parmi nous et c'est à vous la parole. Bonsoir a toutes Buenas tardes a todos y a todas. Pues bien, yo me voy a expresar en francés, aunque constato que la mayor parte de ustedes no tienen audífonos, no tienen receptores. Creo que hay mucho francófono en esta sala, ¿verdad? Bueno, para mí es un gran placer estar aquí esta tarde, tanto porque cuando yo vengo al Mediterráneo me siento mejor personalmente y cuando además estoy en Barcelona me siento en la capital del Mediterráneo. Y es un francés que os dice esto, ¿eh? O sea, la competencia entre Barcelona y Marsella es bien conocida. Pero yo considero que Barcelona es el epicentro del Mediterráneo y la cooperación en esta región. Y por lo tanto, gracias por la invitación que se me ha extendido para participar en este coloquio. Desde hace muchos años trabajo en este tema, tanto sobre el Mediterráneo y la seguridad alimentaria, y la colaboración con el Instituto Europeo del Mediterráneo. Yo creo que hemos mantenido muchos debates con el señor Florenza, en el que hemos hablado de la importancia de las cuestiones agroalimentarias para la cooperación internacional. Y gracias por haber promovido este tema en las distintas de los distintos trabajos diplomáticos. El Instituto Europeo del Mediterráneo pues, ha trabajado en las cuestiones agroalimentarias desde hace muchísimos años. Y querido Ali, cuando yo tomé pues, la dirección del instituto desde hace tiempo, bueno, lanzamos unas misiones importantes, pero yo considero que el instituto desempeña un papel que es a la vez esclarecer el debate público, el conocimiento sobre lo que ocurre en esta región. Y lo voy a decir de inmediato. Yo considero que más que nunca el instituto, acompañado por socios como el Club de Roma, militer pour la Méditerranée. Velar por el Mediterráneo. A mí lo que me sorprende, y cambié de actividad hace un poquitín más de 5 años, soy funcionario para los estados mediterráneos, hago cooperación y he hecho diplomacia. Encuentro que nos enfrentamos al abandono de la región mediterránea, a pesar de las muchas iniciativas que existen, a pesar de los dispositivos, a pesar de los proyectos, a pesar de los programas, a pesar de las solidaridades. Vivimos en el Mediterráneo
Et l'envie des Méditerranéens de faire des choses ensemble diminue. Ce qui est inquiétant. Je reviendrai là-dessus. Pourquoi je m'inquiète de ce point? Pour deux raisons. Quelque chose de totalement conjoncturel. Vous êtes peut-être au courant que ce matin, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait son grand discours annuel sur l'état de l'Union européenne. Discours très riche, discours très long, discours très en phase avec un certain nombre de problématiques qui sont à la fois structurelles et conjoncturelles. Mais malheureusement, pas un mot pour la Méditerranée et pas un mot pour l'agriculture, alors que c'est la seule politique communautaire en Europe, et pas un mot pour la sécurité alimentaire, alors qu'il y a une partie du monde dont le sujet principal de préoccupation, c'est l'alimentation. Lo más importante, lo más preocupante es la alimentación. Recuperaré la palabra de Kissinger. No soy necesariamente. Avec les visions américaines du monde, mais Kissinger avait quelques formules qui, depuis, ont tendance à traverser le temps et les saisons. Kissinger rappelait toujours le pétrole et l'énergie, c'est l'affaire des États et des gouvernements. La nourriture, c'est l'affaire des sociétés. Et malheureusement, les sociétés sont plus fortes, plus turbulentes, moins sages, moins dans la diplomatie parfois que les États. Je vous dis cela parce que, en fait, le sujet dont on a largement déjà abordé les problématiques est connu, tout comme le problème du climat est connu. Nous savons qu'il faut changer et s'unir pour ne pas s'affaiblir séparément et ne pas revenir en arrière. Nous avons dans cette région méditerranéenne d'excellents atouts à faire valoir au reste de la planète par rapport à l'agriculture et l'alimentation. Il y a 10 ans, j'ai eu le plaisir de coordonner un rapport sur la diète méditerranéenne au service du développement durable. Rapport conjoint du SIAM et de l'IEMED. Ce rapport a 10 ans. On l'avait fait parce que la diète méditerranéenne avait été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO et on avait fait ce rapport en insistant sur le fait que la diète méditerranéenne, certes, c'était l'histoire, c'était la santé, c'était certains produits, c'était des équilibres, mais la diète méditerranéenne, c'était aussi une ambition de réveil politique pour la région. Parce que le monde entier pratique de la diète méditerranéenne, valorise la diète méditerranéenne, et cette même diète méditerranéenne est de moins en moins pratiquée en Méditerranée. C'est-à-dire que le caractère universel de la diète méditerranéenne, on l'a donné parfois à une partie de la planète sans le cultiver politiquement et collectivement dans la région, avec les problèmes d'occidentalisation et d'américanisation des systèmes alimentaires, avec des dérives sur le surpoids et l'obésité qui sont importants dans la région méditerranéenne. Et je vous dis ça parce que, avant de revenir sur l'aspect purement structurel et conjoncturel, moi je ne suis pas agronome, je n'ai pas de famille d'agriculteurs autour de moi, je suis tombé par hasard sur ces questions. Et je venais par un angle géopolitique. Les questions agricoles et alimentaires, c'est fascinant parce que vous pouvez parler de géographie, vous pouvez parler de diplomatie, vous pouvez parler d'agronomie et de climat, vous pouvez parler de commerce, vous pouvez parler d'innovation et de technologie, et même de très haute technologie. On peut parler de culture et d'histoire, d'art, on peut parler de toutes les disciplines du monde à partir de l'agriculture. Et je vous rappelle que l'agriculture, si elle sert massivement à faire de la nourriture, elle ne fait pas que de la nourriture. L'agriculture, elle peut faire bien sûr des boissons, et ce n'est pas en Méditerranée avec la culture du vin et surtout pas en Espagne, le premier producteur mondial, que j'oserais dire que la viticulture n'est pas une activité agricole, c'est une activité agricole. L'agriculture, c'est l'horticulture. Quand vous offrez des fleurs, quand vous êtes invité chez quelqu'un, ou messieurs, à votre épouse, vous offrez de l'agriculture. L'agriculture, c'est des carburants plus verts. N'en déplaise à ceux qui critiquent les biocarburants. Mais les carburants issus de la production agricole contribuent au mix énergétique européen.
L'agriculture, c'est aussi des moyens de mieux construire aujourd'hui grâce à des biomatériaux, grâce à la bioéconomie, de l'immobilier plus durable, avec des revêtements différents. Mais je ferme ma parenthèse extra-alimentaire, parce que l'agriculture, c'est d'abord la nourriture. Et en fait, la nourriture, elle a une chose d'extrêmement puissante, ça a été dit à plusieurs reprises, mais je vais le formuler autrement. C'est le seul sujet dans le monde qui concerne tout le monde. Personne ne peut se passer de c'est le seul sujet dans le monde qui est quotidien. Et quand tout va bien, on pratique de la nourriture plusieurs fois dans la journée. Et troisièmement, c'est le seul sujet qui est totalement atemporel. C'est le plus vieux sujet du monde. L'agriculture, d'ailleurs, est donc l'un des plus vieux secteurs d'activité du monde. Et en fait, on a commis l'erreur, y compris en Europe, dans les sociétés un peu développées, en entrant dans le XXIe siècle, on a commis l'erreur d'expliquer que l'agriculture, ce n'était pas le futur. Qu'un pays qui aurait trop d'agriculteurs serait un pays sous-développé. Qu'un pays où le PIB et l'activité économique et l'emploi seraient trop agricoles serait un pays qui n'est pas dans la bonne direction. Que nous enseignent depuis 20 ans et les relations internationales et les dynamiques sociales, c'est qu'un pays qui n'a pas d'agriculture est un pays qui est toujours plus vulnérable. Et qu'un pays qui n'a pas de sécurité alimentaire est un pays qui se présente avec une série de risques sociaux et de frustrations entre les catégories sociales plus importantes. Ça veut dire qu'il faut non seulement remettre l'agriculture comme un sujet d'avenir, regarder les agricultrices et les agriculteurs, et ils sont nombreux en région méditerranéenne, non pas comme des catégories sociales enfermées dans les zones rurales qu'on ne regarde pas parce que loin des villes, loin des investisseurs, loin des médias. Il ne faut pas regarder les agriculteurs comme étant contre le climat ou contre la durabilité. Les agriculteurs font un métier pour être à vos côtés. Ils remplissent vos estomacs. Sans eux, vous n'êtes rien. Nous sommes tous dépendants des agriculteurs. Et ces agriculteurs sont tous dépendants du climat, et des marchés, et de la géopolitique, et de la conjoncture économique, et des progrès scientifiques, et des humeurs du décideur politique. C'est-à-dire que parfois la politique agricole, ou l'aléa climatique, ou le changement géopolitique sont des éléments perturbateurs pour un métier qui a besoin de prévisibilité et de temps long. L'agriculture a besoin d'un cap. C'est d'ailleurs l'histoire de la construction européenne. On a donné un cap à l'agriculture. On a dit, on va arrêter de se taper dessus, déjà. On n'a pas trouvé plus d'eau, plus de terre et un climat meilleur. On a arrêté de se faire la guerre en Europe. Et on a su construire du développement agricole et de la sécurité alimentaire parce que la base de la sécurité alimentaire, et ça je crois qu'il faut toujours le marteler, et je sais que CNN est sensible à la question de la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Ça veut dire aussi que les agricultrices et les agriculteurs, il y a une anomalie à ne jamais avoir attribué le prix Nobel de la paix aux 2 milliards d'agricultrices et d'agriculteurs aujourd'hui présents sur la planète. J'insiste, sans eux, nous ne pouvons rien faire. Mais je vais un peu plus loin. Et je reviens sur la conjoncture. Les problèmes sont connus. La Méditerranée, c'est l'illustration des tensions agricoles et alimentaires mondiales. Pas d'eau, pas de terre, un climat déjà difficile, une croissance démographique très hétérogène et beaucoup d'instabilité politique et géopolitique et des conflits locaux ou des conflits extérieurs qui impactent la région méditerranéenne. Mais il y a deux températures, malheureusement, qui chauffent aujourd'hui et dans le monde et en Méditerranée particulièrement. C'est bien sûr le climat, le thermomètre grimpe, en mer comme sur terre, ce qui fait que vous avez un problème à la fois pour les mondes agricoles, la question des productions, la question des saisonnalités, la question des rendements,
mais aussi, et évidemment, la question de la santé animale. Nous avons de plus en plus de risques de diffusion de maladies animales à mesure que la température augmente, plus la santé végétale, avec l'illustration méditerranéenne de cette crise de l'olivier, l'arbre symbole de la paix et de l'agriculture méditerranéenne. D'ailleurs, tous les Méditerranéens convaincus, quand ils essayent de convaincre les non convaincus que la Méditerranée existe, qu'est-ce qu'on fait généralement? On prend le contour de la Méditerranée par le tracé de l'olivier, qui est le seul point qui permet de faire une géographie méditerranéenne objective. Eh bien, cet olivier est en crise puisque la xylella fastidiosa, depuis quelques années, ronge les oliveraies de la Méditerranée, fait plonger les productions, fait grimper les prix, et nous ne savons pas très bien si on aura beaucoup d'huile d'olive dans les prochaines années. Donc nous avons une surchauffe du thermomètre sur Terre et nous avons une surchauffe du thermomètre en mer. Et je vous rappelle, et ce n'est pas non plus en Espagne que je pense que le sujet est oublié, que la sécurité alimentaire, ce n'est pas uniquement des produits de la terre, c'est aussi des produits de la mer. La pêche est un secteur important. L'aquaculture apporte de plus en plus de solutions. Or, vous le savez, les écosystèmes marins en Méditerranée sont en souffrance. Nous avons surpêché, nous ne sommes pas capables de protéger suffisamment des zones marines. Et nous avons, avec le réchauffement de la mer Méditerranée, des espèces invasives qui traversent le canal de Suez ou le détroit de Gibraltar et qui viennent perturber le vivant dans les eaux méditerranéennes. Et donc nous avons un problème climatique. Ça a été dit, c'est connu, l'IEMET publie là-dessus. Et nous avons en plus un deuxième problème d'augmentation de la température ces dernières années. C'est le baromètre géopolitique. Parce que, hélas, et n'en déplaise aux visions européennes d'avec un monde meilleur, pacifique, où tout le monde serait solidaire et tout le monde voudrait se ressembler, malheureusement les relations internationales se tendent depuis quelque temps. L'actualité la plus chaude entre le Covid et l'Ukraine montre bien que nous avons une surenchère sur le terrain géopolitique et des concurrences de tout à chacun. Et donc nous avons une difficulté sur le sujet de la sécurité alimentaire parce que précisément ce sujet ancien, ce défi permanent pour la Méditerranée, en fait, est connu depuis longtemps, s'amplifie parce que graduellement les difficultés structurelles, géographiques, logistiques sont en train de progresser. Mais nous avons deux catalyseurs, deux forces qui intensifient les difficultés. La poussée des changements climatiques. Il suffit de regarder l'actualité 2022 entre la sécheresse en Italie, les feux de forêt et les incendies en Espagne, la grande sécheresse aussi au Maroc, qui connaît de plus en plus d'années sèches. Et nous avons en même temps une surchauffe géopolitique parce que malheureusement, et dans le monde, et dans la région méditerranéenne, la paix ne progresse pas. Ce qui doit aussi interpeller les Européens sur finalement qu'est-ce qui fait la paix, qu'est-ce qui a fait la paix en Europe. Peut-être qu'on va devoir constater que l'agriculture, la sécurité alimentaire ont été des questions déterminantes dans la construction d'une paix européenne qu'on pensait à tout jamais acquise, alors qu'on redécouvre avec l'Ukraine que des conflits armés sur le sol européen peuvent à nouveau exister. Et ce conflit ukrainien, pour moi, il pose à la fois la question de ce que veut faire l'Europe en interne, parce que l'Europe se pose beaucoup de questions avec sa boussole stratégique, mais cette boussole stratégique, pour le moment, est souvent déboussolée par l'amplification des crises ou la polycrise, comme le disait
la gestion de las crisis, como decía Juncker il y a encore quelques années. hace algunos años. La question aussi de l'Europe et de ses voisinages. Et bien sûr la Méditerranée. Mais dans l'Europe du voisinage, aujourd'hui, vous avez et l'Ukraine et la Méditerranée. Et l'Ukraine, ces dernières années, ça a été dit, fort bien dit, avec beaucoup de chiffres, fournit beaucoup de produits agricoles et alimentaires au bassin méditerranéen. Comme la Russie d'ailleurs, ces deux pays ont développé leur agriculture et leur influence internationale avec les questions alimentaires pour les mêmes raisons. C'est bon pour l'économie nationale et en même temps c'est bon pour la présence sur la scène internationale. Cette Ukraine agricole très présente sur les marchés mondiaux est en effet depuis 6 mois envahie par la Russie, privée d'export par la mer Noire. Et en effet, l'Europe, grâce aux corridors de solidarité qui ont été mis en place par l'Europe et pas par le G7, je me permets de le dire, pour bien connaître le dossier ayant été mobilisé au niveau des autorités françaises, à travers l'initiative FARM, la Food Agriculture and Resilience Mission, lancée dès le mois de mars, et je crois qu'il faut souligner que l'Europe a été la première puissance dans le monde à parler du problème agricole et alimentaire avec cette guerre en Ukraine et des conséquences notamment pour les pays du Moyen-Orient, du Maghreb et de l'Afrique. Et ensuite, les autres puissances en ont parlé, ensuite les institutions en ont parlé. Et vous connaissez le problème, c'est que l'Europe est toujours en avance sur le bon diagnostic, a souvent les bonnes idées et sait où sont les problèmes, mais par contre sur le déploiement de moyens, ensuite c'est difficile. 225 millions d'euros pour l'Europe. Biden, dans sa tournée au Moyen-Orient récente, a annoncé 2 milliards de dollars sur les questions de sécurité alimentaire. Et les deux grandes monarchies du Golfe ont déjà investi plus de 10 milliards pour donner des moyens aux pays de la région arabe de continuer des subventions alimentaires. En Égypte, les subventions alimentaires, c'est important. Mon ami Ali sait à quel point, en ce moment, en Tunisie, la difficulté budgétaire et financière pour la Tunisie, dont je rappelle au passage que c'est le seul pays au sud de la Méditerranée qui a une expérience démocratique depuis 10 ans. Ça veut dire que l'Europe aurait peut-être, si elle veut être cohérente avec ses coopérations, besoin d'être d'abord en Tunisie, et je le dis ici d'autant plus que la Tunisie est beaucoup plus démocratique que l'Ukraine. Et je crois qu'il faut pouvoir affirmer et avoir le courage de dire ça. Or, aujourd'hui, nous aidons massivement l'Ukraine et nous détournons de la Méditerranée. Le damos la espalda al Mediterráneo. Et donc nous avons, me semble-t-il, plusieurs questions. Est-ce que l'agriculture, c'est un sujet qui peut remobiliser la Méditerranée et peut-être même plus le projet euro-méditerranéen? Moi je l'ai toujours cru pour une raison très simple, c'est que si vous parlez des questions agricoles et alimentaires, vous parlez à tous les Méditerranéens. Les riches, les pauvres, le nord, le sud, l'est, l'orient, tout ce que vous voulez. Est-ce que ces sujets sont faciles? Non. Est-ce que ces sujets doivent être uniquement adressés à la petite agriculture? Non. Parce que nous avons besoin aussi de la grande agriculture. Nous avons besoin de développement local et de petits producteurs. Nous avons besoin de grandes exploitations qu'on doit engager sur plus de responsabilités sociales et environnementales. On a besoin de commerce, on a besoin de partage. On doit combiner. Ça veut dire aussi qu'en Méditerranée, sur les questions agricoles, c'est terriblement complexe puisqu'il va falloir des cultures ancestrales et anciennes, des pratiques artisanales et en même temps beaucoup d'innovation. L'agriculture, pour bien connaître le secteur, pour rencontrer beaucoup d'agriculteurs d'Europe ou d'Afrique, à commencer par les agriculteurs du sud de la Méditerranée et du Proche-Orient, c'est des secteurs hyper technologiques. Vous avez besoin de satellites. Vous êtes sur votre smartphone. Le smartphone a été la révolution agricole depuis 20 ans en Méditerranée. C'est ce qui sauve l'agriculture méditerranéenne. Donc c'est un secteur extrêmement innovant qui aura besoin d'innovation technologique, acceptable évidemment, d'innovation scientifique. Ça veut dire aussi qu'en Europe on doit réhabiliter la science. La science, c'est pas mal.
et je ne suis pas scientifique, mais par rapport à l'adversité du monde contemporain, et notamment avec le problème climatique, on sait qu'on a besoin d'intensifier scientifiquement l'agriculture. Et on a une complexité agricole par ailleurs, parce que nous avons devant nous des besoins en croissance et la question finale qui doit être posée, qui est est-ce que le blé, pour prendre ce produit emblématique de la Méditerranée, est-ce que c'est un produit de base? Est-ce que c'est un produit basique? Moi, je ne le crois pas. Je crois que ça a toujours été des produits précieux. Tellement précieux qu'en fait, ils se sont banalisés. Quand il n'y a pas de pain sur une table d'un Méditerranéen, il manque quelque chose, on va le regretter. Il y a une partie d'histoire qui manque. Mais au pire, il y a autre chose. Ces produits basiques vont devenir de plus en plus précieux. Le monde va redécouvrir la préciosité de certains produits. On peut se passer de certains produits. On ne peut pas se passer de nourriture. Le blé, c'est la céréale magique de la planète. C'est l'emblème de l'agriculture méditerranéenne. Or, ce blé, tout porte à croire que dans les prochaines années, entre les désordres climatiques et le manque de coopération politique, nous n'allons pas avoir plus de blé en Méditerranée. On pourrait même en avoir de moins en moins. Donc nous pourrions avoir moins de poissons, moins d'huile d'olive, moins de vin, parce qu'en plus, les boissons font des débats en termes de santé, en termes d'orientation, moins de blé. Donc, qu'allons-nous manger en Méditerranée? Est-ce qu'on va continuer à amplifier la dépendance de la Méditerranée au reste du monde? Et à ce titre, je crois qu'il y a la question de savoir est-ce qu'on met l'agriculture à la fois au centre de la coopération méditerranéenne. Est-ce que l'Europe met la Méditerranée au centre de son double discours contemporain? Et c'est pour ça que je suis très étonné que Ursula von der Leyen n'en ait pas parlé ce matin, puisqu'elle défend depuis 3 ans, c'est les deux principes de la Commission actuelle. Je parle sous le contrôle de Pablo. Le Green Deal, les questions agricoles et alimentaires sont en plein dans le Green Deal. Et la géopolitique avec les autonomies stratégiques européennes, les souverainetés, etc. Et l'agriculture est au cœur de ces sujets. Et là, nous avons un vrai débat à avoir, c'est-à-dire que ma crainte, c'est qu'entre le climat où on connaît des solutions et on connaît les urgences, nous avons en miroir une géopolitique qui n'est pas favorable ni dans le monde ni en Méditerranée, parce que nous avons transformé le concept de souveraineté. La souveraineté dans les relations internationales, c'est défendre ses intérêts, connaître ses dépendances, valoriser ses performances, mais dans un monde ouvert, en constatant les difficultés de ses voisins ou des autres, et en essayant précisément de défendre ses intérêts et de cultiver les sécurités des autres. C'est ce que j'appelle les souverainetés solidaires. Ce qui s'installe depuis quelque temps, c'est des souverainetés solitaires. On est dans le repli sur soi. Un ami diplomate chinois, en 2016, en plein Brexit, fin connaisseur de l'Europe, m'a dit: je ne comprends pas votre débat sur l'Europe des 28 ou des 27 avec le Brexit. Il m'a dit: vous êtes en train de remettre en place l'Europe des 250 régions. Vous avez beaucoup de typicité régionale. Or, l'Europe dans le monde d'aujourd'hui, elle est petite. C'est une presqu'île. Ça pèse pas grand-chose, démographiquement, économiquement. Et pourtant, il y a des secteurs où vous êtes excellents. Et il m'avait dit les questions agricoles et alimentaires, vu Chine, c'est l'Europe la référence. Produire de la diversité, de la qualité. Et donc l'Europe doit se poser des questions. Et bien, moi je crois que l'Europe doit se poser des questions aujourd'hui, en se disant que pour produire mieux en Europe en agriculture, il va falloir apprendre du sud de la Méditerranée. Parce que les bonnes pratiques sont davantage au sud qu'en Europe, le plus souvent.
Mais plus de moyens économiques et d'investisseurs sont présents au nord. Et c'est là où il faut des combinaisons gagnantes-gagnantes. Et c'est là où ce n'est pas qu'un sujet de science, ce n'est pas qu'un sujet de commerce, ce n'est pas qu'un sujet de diplomatie, c'est tout à la fois. Et donc il faut regarder les choses non pas comme une Méditerranée barrière. Il n'y a que les doux rêveurs qui pensent que la Méditerranée un jour sera une douve, un mur infranchissable. Il faut regarder la Méditerranée comme une interface difficile quand ça ne va pas quelque part. Il y a des chocs aux quatre coins de la Méditerranée, c'est comme le flipper. Vous vous souvenez quand on était un peu plus jeune, on jouait au flipper. Eh ben, les billes frappaient fort sur les différentes parties de ce jeu, ça faisait du bruit, ça faisait de la musique. Ben, la Méditerranée, c'est ça. Ça va dans tous les sens. Et ben moi, je crois que la Méditerranée, elle peut montrer une chose au monde, c'est qu'en remettant les questions agricoles au cœur des coopérations multilatérales, elle remet au cœur l'importance des relations intersociales qui nourrissent les relations internationales. On est sur le climat, on est sur l'histoire, on est sur l'avenir, on est sur de la géopolitique, parce que je vous rappelle, quand vous consommez un produit alimentaire, vous faites de la politique. Vous êtes libre de vos choix alimentaires. C'est le plus grand bastion de la liberté dans le monde. Il y a plus de personnes libres dans leur choix alimentaire que de personnes vivant en démocratie. L'alimentation, elle dit qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quelles valeurs vous accordez. Par exemple, à un produit de qualité qui viendrait pas très loin de chez vous parce que vous voulez cultiver de l'économie locale et valoriser ceux qui travaillent et qui sont dans des métiers difficiles. La nourriture dit beaucoup de choses, c'est un acte citoyen, ça reste un besoin vital. Et puisqu'elle est politique, eh ben, je crois que les consommateurs ont aussi une part de la responsabilité dans ce qu'il faut faire en Méditerranée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que Sébastien, tu es toujours enthousiaste par le Méditerranéen et tu as dit ça du fond de cœur. Donc je sais très bien puisque on se connaît depuis longtemps. Moi je vais vous juste, peut-être nous n'avons pas encore assez de temps, mais je vais vous faire un petit témoignage. Moi je suis chercheur, je suis professeur, j'ai vécu une vingtaine d'années dans la région méditerranéenne. Je suis allé même aux États-Unis, en Californie. Et quand j'étais jeune, je suis agriculteur, mes parents sont des agriculteurs. Nous avons une petite exploitation agricole, c'est un petit agriculteur. Avant, on avait des céréales, on avait de l'huile d'olive, on avait donc de l'élevage. Et maintenant, après plus de 30 années, vous ne retrouvez rien. Il n'y a plus de céréales, plus de livestock, plus d'animaux. Et l'huile d'olive, il faut attendre 3 ans et 4 ans. Parce qu'avec le problème de sécheresse, avec le problème, donc, vous voyez que l'olivier ne produit pas donc, chaque année. Et là, ça c'est un exemple de représentation. Moi j'ai vécu ça. Ça fait une trentaine d'années. Et c'est la même chose. La question c'est quoi? Pourquoi donc nos politiques, le pouvoir politique, l'a toujours oublié les régions rurales? Toujours donc l'effort est mis sur les villes sur les côtes. Et le monde rural, il est complètement oublié. Dans les zones du sud, c'est 40% de la population qui sont dans le sud, qui sont au niveau des zones rurales. 1 sur 2, donc ça, nous avons des statistiques, je crois, Sébastien, vous connaissez bien, au Maroc et en Tunisie, 1 sur 2 travaillent donc sur l'agriculture, pratiquement. Donc nous avons donc une population qui est là, active au niveau des zones rurales. Mais il y a un clivage. Il y a un clivage au niveau de la région. Donc interne, tout ce qui est les zones rurales et donc les zones qui sont situées sur le littoral. Ma question en fait ici, et donc je viens Pablo et peut-être Sébastien, comment penser, je ne sais pas au niveau de notre région méditerranéenne, de donner une valeur donc, à ce monde rural. Comme je vous ai dit, ce monde rural, c'est la sécurité alimentaire, ça vient des petits agriculteurs. Ça devient des gens qui sont implantés au niveau donc, des zones rurales qui sont dépourvus de moyens. Donc si vous avez déjà visité les pays du Sud, parce que moi je connais très bien moi les zones du Sud,
Donc les agriculteurs, au niveau donc, des régions montagneuses, au niveau des zones rurales, sont complètement oubliés. Il n'y a pas donc un pouvoir public. Donc vous pouvez donc cultiver comme vous voulez. Il n'y a personne qui vient donc, pour vous diriger et pour vous accompagner. Et du coup, en fonction du temps, donc on va perdre l'élevage, on va perdre les céréales, on va perdre l'huile d'olive, et ça a un impact sur la sécurité alimentaire. Personne ne voit pas ça. Donc avec l'impact du changement climatique, moi quand j'étais chercheur, j'ai découvert plusieurs maladies sur l'olivier. First report. Et un collègue aux États-Unis m'a dit pourquoi donc vous avez beaucoup de first reports donc dans la région. Donc je travaille en Espagne donc avec Cordoba et on a beaucoup de maladies végétales qui apparaissent à cause de ce changement climatique. Donc le changement climatique ça pèse, mais on a un problème au niveau de le pouvoir politique. Donc il y a un clivage au niveau de les zones rurales sont mises à l'écart et l'effort a été mis au niveau des villes, au niveau des zones qui sont situées au niveau du littoral et les grandes villes. Et là, donc, la question qui se pose, pour qu'on puisse donc, favoriser cette sécurité alimentaire au niveau de la région méditerranéenne, comment notre pouvoir politique peut accompagner et mettre en valeur et essayer d'asseoir une politique qui est aidée à mettre l'agriculture et en particulier les zones rurales au cœur donc, du débat de la sécurité alimentaire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ok, ça va. Bon, merci beaucoup Sébastien pour cette extrêmement intéressante intervention. D'abord, je dirais que je ne connaissais pas le discours de la présidente de la Commission. En fait, si ça avait été moi à écrire le discours, je peux vous assurer que la Méditerranée aurait été mentionnée bel et bien sur les discours. Disons que pour ajouter à une remarque que vous avez faite au début de votre intervention, je crois que l'agriculture, ce que nous mangeons, alors la diète, est très importante aussi pour l'identité des nations, pour l'identité des pays. La cuisine, qui est une chose qui fait partie de notre identité, est présente comme un élément fondamental aujourd'hui de nos sociétés, du tourisme à plusieurs niveaux. Alors, il y a aussi une dimension identitaire sur cette question qu'il faut prendre en compte. Continúo en castellano, si no es problema. Yo creo que esta crisis de seguridad alimentaria nos está, digamos, probablemente haciendo un aldabonazo, provocando un aldabonazo sobre la necesidad de evitar la excesiva dependencia de determinados lugares, determinados productores, que en el fondo debilita. Yo creo que aquí no se trata de hablar de una renacionalización de la producción ni de pues cambiar enormemente el funcionamiento de los mercados globales. Es algo que la globalización ha creado y que ha venido para quedarse, sino probablemente de buscar estrategias para evitar excesivas dependencias que lo que hacen es generar vulnerabilidades. Nos ha pasado lo mismo durante la pandemia con la producción industrial. La excesiva dependencia de algunos lugares de Asia pues provocó, como todos sabemos, la ruptura de las cadenas de valor por las medidas que se tomaron contra el comercio, en fin, y contra la libertad de movimiento de personas. Provocó una caída, una caída de la producción económica, la más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que eso nos ha provocado una reacción de los gobiernos que lo que busca es recuperar una cierta capacidad de producción de productos que son, digamos, estratégicos o fundamentales, sin los cuales pues no podemos, digamos, sobrevivir, o cuya producción, digamos, y cuyo suministro pues debe estar garantizado, evitando la dependencia excesiva de determinados lugares de producción. Esto yo creo que ha sido una de las grandes lecciones a nivel económico-industrial de la pandemia. Se han puesto en marcha estrategias de relocalización de determinadas
digamos, cadenas de valor. Y yo creo que esta crisis de la que está provocando la guerra de Ucrania, para los países del Mediterráneo especialmente, puede resultar también ese aldabonazo un poco, ¿no? Esa llamada de atención sobre la necesidad de buscar pues cadenas de suministro un poco más diversificadas, por supuesto que recurrir más a la producción local, pero también evidentemente invertir mucho más en asegurar pues esa seguridad alimentaria. Yo quiero recordar, he estado trabajando destinado en Egipto unos cuantos años como el gobierno egipcio, y eso va en defensa un poco de lo que están haciendo pues los países de la Ribera Sur, también para garantizar esa seguridad alimentaria, está invirtiendo masivamente en invernaderos, algo que no tenía Egipto, pero con una capacidad pues masiva por las grandes extensiones, ¿no?, de territorio que tienen, invirtiendo en invernaderos, invirtiendo en tecnología pues de riego por goteo. Es decir, está invirtiendo en la seguridad, ¿no?, alimentaria. Evidentemente estas inversiones pues no verán, digamos, ¿no?, sus resultados hasta dentro de unos cuantos años, pero yo creo que existe ya una conciencia de que eso es necesario. Probablemente con esta crisis pues el problema del trigo en Egipto pues sufra, digamos, o se beneficie de decisiones políticas que ayuden pues a ponerlo bajo control. Yo creo que es como siempre en toda crisis hay una gran oportunidad y los países del sur, ayudados por supuesto que por nosotros, creo que la tienen. Dicho esto, y sin robar más tiempo, estoy de acuerdo y nosotros defendemos que se haga un mayor esfuerzo a la hora de ayudar a los países de la ribera sur del Mediterráneo con asistencia financiera, en fin, pues con ayuda para incrementar su resiliencia, ¿no?, ante esta crisis de seguridad alimentaria y bueno, pues es un poco lo que estamos defendiendo como gobierno. Muchas gracias. Merci beaucoup. Je reviens maintenant à Sébastien. Au niveau de la région méditerranéenne, donc, quelles mesures géopolitiques peut-être à mettre en place pour garantir cette sécurité alimentaire? On est complémentaires, donc la rive nord et la rive sud. Donc il y a des cultures, là on peut exporter donc, à la rive nord aussi également, donc on peut faire des échanges. Et j'ai l'impression qu'on a débordé. Donc les pays méditerranéens, ils exportent dans d'autres pays. Le Maroc, il exporte ses oranges en Russie, donc dans d'autres pays. Le Brésil, maintenant, il est sur le marché donc, méditerranéen. Donc, on se trouve maintenant, c'est comme on est donc, dépendant d'autres régions. Est-ce qu'on peut être donc, dépendant, nous, donc la région méditerranéenne? On est complémentaires, on n'est pas compétitifs. Donc, si on voit la partie nord et la partie sud, on n'a jamais été compétitifs. Donc, on peut être complémentaires. Pourquoi il manque quelque chose? Pourquoi les oranges de Maroc qui sont vendues donc, en Russie? Pourquoi ils ne se vendent pas donc, à côté? Vous voyez? Est-ce qu'il y a donc des mesures géopolitiques pour renforcer davantage cette sécurité alimentaire au niveau de la région, et en particulier entre le nord et le sud? Je pense que c'est le sujet de toute façon des volontés politiques. Mais l'exemple des oranges est intéressant puisqu'il montre que les produits méditerranéens, jusqu'à l'expression alimentaire, gastronomique, en fait ce sont des métissages. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Tunisie vous mangez des oranges maltaises. La maltaise. La Méditerranée, c'est le métissage. Et le meilleur des métissages, il s'est exprimé à travers la table et la combinaison des alimentations. Vous le savez mieux que quiconque en Catalogne, ou à Barcelone même, des chefs à renommée internationale qui ont émergé ces dernières années et qui étaient dans beaucoup de combinaisons. Donc l'alimentation, c'est la combinaison. Ça veut dire aussi que sur ce côté identitaire, la force de l'alimentation, pardon d'appuyer là-dessus, mais j'y crois fortement, c'est que la force identitaire de l'alimentation, c'est pas une identité contre les autres. Parce que l'alimentation, elle va rassembler, même si on ne mange pas la même chose, on ne va pas mettre les mêmes ingrédients, on ne va pas le manger de la même manière. En Méditerranée, on va souvent manger les mêmes produits, mais cuisinés autrement. Et ce qu'il y a de beau dans le monde, en général, c'est que les gens adorent découvrir l'alimentation des
des autres. C'est le plus grand des voyages. C'est un facteur culturel, interculturel. On peut se disputer sur plein de sujets, mais se mettre autour de la table et partager une bonne nourriture, et encore une fois, y compris parfois des boissons liquides, parce que la diète méditerranéenne, ce n'est pas que des produits solides, ce n'est pas quelque chose qui est antinomique avec justement ni l'identité, ni forte typicité, ni l'hybridation et le métissage. Alors, la question de volonté politique, elle est ancienne aussi, je pense avoir été clair là-dessus. Il manque une vision politique sur le fait que l'agriculture est un secteur important, il manque une vision politique sur le fait que l'agriculture, ce n'est pas un modèle, une solution, un type d'agriculture, c'est la combinaison de plein de choses, y compris entre le public et le privé. Il faut revaloriser le rôle de l'entrepreneuriat. Un agriculteur est un entrepreneur et il y a des entreprises agricoles qui investissent en Méditerranée, qui sont méditerranéennes ou qui ne le sont pas, mais qui contribuent au développement de la région et à la sécurité alimentaire. Il ne faut pas opposer public-privé, etc. Mais la question de la volonté politique, prenons la situation très contemporaine. Le Maroc a des grandes ressources en engrais phosphatés, plus grandes ressources du monde. Nous avons, ça a été dit, à cause de ce conflit ukrainien, découvert, celles et ceux qui n'étaient pas familiers de ces enjeux, la très grande dépendance de l'agriculture européenne aux engrais russes. Parce que pour faire des engrais, il faut du gaz. Et donc pour faire des engrais azotés, nous avons besoin de gaz. Et en gros, l'Europe fait venir ces engrais azotés soit de Russie et un peu de Biélorussie, Ukraine, soit de Norvège, puisque les ressources sont importantes. Mais nous avons besoin aussi d'engrais phosphatés, et là, le Maroc a un rayonnement international parce que la géographie est ainsi faite. Je n'oublie pas la Tunisie, il y a quand même un bassin dans le sud du pays qui n'est pas utilisé ou entretenu à la hauteur parfois des opportunités économiques et géopolitiques. Et puis l'Égypte a de l'urée, etc. Donc sur le seul sujet des engrais, nous aurions des complémentarités à trouver entre le besoin d'engrais de l'Europe et du nord de la Méditerranée et inversement, peut-être des solidarités de production au nord de la Méditerranée dont le sud a besoin. Parce que, et je reviens sur le cas des céréales, céréales indispensables dans l'alimentation de base dans la région, le blé emblématique, je rappelle que le blé, pour faire très simple, c'est du pain, des pâtes ou de la semoule. Pas besoin de vous faire de dessin, c'est donc assez présent sur les tables des Méditerranéens. Ce blé, il est pour beaucoup de pays du sud de la Méditerranée, de plus en plus produit. Mais les consommations sont tellement en croissance qu'il a fallu en trouver davantage sur les marchés internationaux. Les seuls pays, depuis 20 ans, qui mettent plus de blé en production et sur le marché mondial, c'est la Russie et l'Ukraine. Et comme ils sont moins chers, ces pays du sud de la Méditerranée, avec des besoins croissants et des limites économiques de pouvoir, se sont de plus en plus tournés vers les origines de la mer Noire en termes de couverture céréalière. Avec des nuances qu'il ne faut pas sous-estimer. L'Égypte achète beaucoup de blé à la Russie, la Tunisie va acheter du blé beaucoup à l'Ukraine. Et puis, vous avez d'autres pays méditerranéens, dont l'Espagne, qui achètent massivement son maïs à l'Ukraine. Notamment parce qu'il n'est pas OGM. Et c'est pour ça qu'on a acheté beaucoup de maïs à l'Ukraine. C'est que le maïs ukrainien, qui est beaucoup plus abondant que le blé, c'est la céréale dominante en Ukraine, c'est un maïs non OGM. Donc le manque de maïs ukrainien, c'est sûr que pour le pata negra, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que c'est lui qui nourrit le bétail. Donc nous avons beaucoup de pays méditerranéens qui sont de plus en plus dépendants sur les importations de céréales. Il y aurait des complémentarités régionales à trouver. Et là, je reviens sur le voisinage. Puisque perspective a été donnée à l'Ukraine d'être candidate comme futur État membre de l'Union européenne. Ce qui est un scénario, je crois, qu'il ne faut pas exclure compte tenu des drames qui se jouent actuellement en Ukraine et de l'importance que l'Europe accorde au soutien à
un certain nombre de valeurs et de libertés sur le dossier ukrainien. Qu'allons-nous faire avec l'Ukraine si ce pays rejoint l'Union européenne dans un horizon de 10-15 ans ou plus vite parce que la réalité géopolitique le nécessite? Est-ce qu'on va demander à l'Ukraine d'être moins agricole, sachant que le président Zelensky ne cesse de rappeler depuis le début du conflit que l'Ukraine nourrit le monde et que l'agriculture ukrainienne c'est un élément clé de la sécurité alimentaire mondiale. Est-ce qu'on va dire, nous, Européens, à l'Ukraine, vous êtes trop producteurs en agriculture, si vous venez en Europe, moins d'agriculture. Est-ce qu'on va dire à l'Ukraine, l'exportation, c'est pas bien, alors que ce pays est décisif dans les équilibres alimentaires mondiaux? Ou est-ce qu'on va avoir une vision géopolitique en Europe pour dire que si on a l'Ukraine dans l'Union européenne, tout comme quand on a intégré l'Espagne dans les années 80, ou ensuite les pays d'Europe de l'Est dans les années 2000, nous avons renforcé la puissance agricole européenne en volume, en diversité de production, en complémentarité de calendrier de production. Et avec la machine européenne, vous aurez peut-être compris que je suis assez pro-européen, mais avec une machine européenne qui permet de la convergence normative, de la convergence de règles sociales. Et donc, si l'Ukraine est amenée à rentrer dans l'Union européenne, il y aurait une aberration géopolitique et agricole à lui demander et de produire moins en agriculture et de ne regarder que comme horizon les marchés de consommation de Kiev ou de certains oblasts de l'Ukraine. Ça veut dire que l'Europe, encore une fois, question politique, l'Europe doit continuer à croire en l'agriculture. L'agriculture en Europe, c'est précieux. Plus l'Europe va s'élargir, plus elle peut élargir sa puissance agricole. Encore faut-il y croire et la valoriser. Mais il y a un vrai sujet géographique avec la Méditerranée. À ce stade, nous ne donnons pas rendez-vous aux pays du sud de la Méditerranée pour intégrer l'Union européenne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas leur donner un rendez-vous prioritaire d'un point de vue géopolitique. Et je sais que c'est une vision défendue par beaucoup dans cette salle et depuis longtemps dans cette ville, dans cette région, dans ce pays. C'est que, évidemment, tous les pays dans le monde sont importants. Toutes les régions dans le monde sont importantes. Mais on ne refait pas une géographie et la Méditerranée doit être prioritaire dans les agendas européens. Ça veut dire aussi que même si l'enjeu africain est très important, extrêmement important, on ne peut pas avoir une politique européenne vers l'Afrique qui saute la Méditerranée. On va survoler la Méditerranée, on va lui faire coucou depuis l'avion, tant pis si c'est le désordre, tant pis si c'est la désunion, et on va inventer un nouveau narratif européen vers l'Afrique. Immense continent, beaucoup plus complexe encore que la Méditerranée. Et pendant ce temps-là, on oubliera que la Méditerranée elle est au milieu de l'Afrique. Je crois qu'il y a des questions comme ça qui se posent, qui ne sont pas que des questions sectorielles, mais des questions qui brident l'énergie, le développement durable, et l'agriculture, elle peut être un peu le ciment de tout cela. Merci, merci beaucoup. Je crois qu'on doit écouter les participants ici, donc on a débattu. Donc c'est un sujet qui normalement, il faut donc prendre beaucoup de temps pour ça. Je passe la parole donc à la salle. Donc si vous avez des questions en français, en anglais, en espagnol, donc comme vous voulez, allez-y, donc on vous écoute. Donc est-ce qu'on peut passer le micro? Pasarle el micrófono a las personas que lo requieran. Voilà, il y a une question. Aquí tenemos ya una pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Isabel, soy agricultora y ganadera en España y bueno, para empezar, felicidades por el coloquio, ha estado muy bien. Y me gustaría incidir simplemente en el discurso del señor Sebastián, en cuanto le doy la razón a que Europa hace muchos, pero muchos años que ha perdido la visión, ha sacrificado la agricultura y la ganadería en pro de acuerdos políticos
desde el punto de vista de los ganaderos y los agricultores, nos hemos visto muy descuidados y muy poco potenciados y muy sacrificados en pro de otros intereses comerciales entre los países sin tener la visión de la agricultura. Pienso que hemos tenido políticos que no saben de agricultura, que no saben de ganadería y que esto es lo que nos ha llevado a esta situación de inseguridad alimentaria que estamos en este momento. Han hecho la PAC para decir que ayudaban a los agricultores, pero les ayudan, es cierto, pero sigue siendo insuficiente. Los agricultores tienen también mucha falta de formación tecnológica para adelantar. Y mi pregunta ya es, aparte de esto, de la queja en cuanto a la poca visión agronómica que tienen los políticos. De hecho, de verdad, sí, ya sé que insisto, pero pienso que no hemos tenido en Europa ningún agricultor dedicándose a la política. Y quería saber también, en cuanto a la seguridad alimentaria, qué juego tienen los intermediarios. O sea, desde el precio en el que el agricultor vende el producto hasta el precio en el que el producto llega al mercado. Y también los políticos allí y Europa pienso que tienen mucho trabajo que hacer. Gracias. Gracias. Hay una pregunta y después. Après, donc, on va essayer de répondre aux questions. Después intentaremos responder a estas dos preguntas. Mira, yo tengo un huerto y una de las cosas que nos encontramos es que, por ejemplo, no son el tema de las semillas. Sabemos que existe el Monsantos, que tiene un control de los semilleros muy importante, y aquí, ¿cómo se plantea evitar eso? Porque cada vez está en manos de las grandes empresas, estas grandes multinacionales, que deciden qué tipo de alimentos somos los que tenemos que comer. Y no sé, desde Europa o desde las políticas, cómo se ve, cómo se plantea eliminar esa cuestión. Gracias. La última pregunta, por favor. Une troisième question. C'est la dernière. Si vous... Tercera y última pregunta de esta primera ronda. Yo todo lo que se está planteando es por un sistema económico y de vida que nos parece que nos dé miedo decir realmente qué sistema de vida es este el que llevamos en Occidente. Simplemente una observación, no una pregunta. Merci beaucoup. On peut tolérer une dernière question puisqu'on est à temps. La dernière question. Bon, deux. On va répondre. Dos preguntitas más. Venga, dos preguntas más. Y con esto ya procederemos a responder. Je vous laisse répondre le premier. Hola, buenas noches. Gracias por su presencia esta noche aquí. Una pregunta. ¿Cuándo se acabará con la especulación sobre las materias primas, los contratos de futuro, derivados, opciones? En Estados Unidos hay el caso de que está prohibido hacer futuros de las cebollas, pero no de los cereales. A ver, ¿de quién depende la especulación, la financiación de la agricultura? Bueno, yo he trabajado muchos años en temas mediterráneos, pero no en agricultura, como sabes, Sebastián. Y por tanto mi pregunta es muy sencillita. Desde que tenemos memoria histórica, el sur del Mediterráneo fue gran proveedor de trigo y de cereales a Roma, por ejemplo. El granero de Roma pues era incluso al principio del siglo XX, eso seguía siendo bastante así. Y ahora, en cambio, nos encontramos que hay guerra en Rusia y en Ucrania y nos damos cuenta de que Egipto, o sea, que no sé, que Argelia, por ejemplo, leía el otro día de que importa el 80% de lo que come. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué ha pasado? Avant la Tunisie, on dit la Tunisie, c'est le grenier à blé à Rome. Antes,
grenier à Rome, dans les années. Et maintenant, donc on importe 50-60% de nos besoins. Ça, c'est une grande question. Donc je vous laisse. Donc, Sébastien, bien Pablo y a Sebastián, para que respondáis. Il faut toujours laisser les diplomates conclure les débats. Donc je vais démarrer. No sé, como diplomático, empiezo. Des questions qui peuvent susciter des discussions très larges. Podrían suscitar un debate muy largo. Je vais juste dire trois choses. La première, c'est que quisiera decir tres cosas. La primera. Vous avez été à deux reprises à parler de l'importance de l'agriculture et des producteurs. Y de los productores agrícolas. Je pense que c'est ce qui a été la grande difficulté ces dernières années, c'est que tout le monde s'intéresse à l'alimentation, puisque c'est une affaire à la fois individuelle, quotidienne et politique. Et on a oublié qu'il y avait des gens qui travaillaient pour apporter cette alimentation. La tierra para aportar estos productos. Et on a des superbes salons de l'alimentation. Unos salones agroalimentarios maravillosos. Alimentaria Barcelona, uno de los más grandes salones del mundo. Y esto no lo digo para halagaros, pero indica algo. Le marché de gros à Barcelone, c'est une organisation logistique extraordinaire. Es una organización extraordinaria. Mais nous avons oublié les pêcheurs, les aquaculteurs, les éleveurs, les agriculteurs. Et comme en plus, comme disait Ali, que ce soit au sud de la Méditerranée ou en Europe, ou partout sur la planète, ces agriculteurs vivent à la campagne et travaillent loin des villes, et que l'urbanisation a fait que tous ceux qui s'expriment de plus en plus et qui gouvernent ou qui investissent n'ont plus de lien avec les zones rurales. On ne connaît plus les agriculteurs. Et donc c'est assez intéressant de voir que beaucoup de problèmes parfois, ou même de malentendus presque, de coexistence, etc., ce n'est pas de la méchanceté. Moi je vois beaucoup de consommateurs avoir plein d'idées sur l'agriculture. Ils n'ont jamais vu d'agriculteur. Ils n'ont jamais allé à la campagne. Mais c'est la dérive peut-être de nos systèmes contemporains. On a tous un avis sur le métier des uns et des autres. Moi, quand je vais chercher ma fille à l'école, évidemment, j'explique à l'instituteur ce qu'il doit faire. Quand je vais chez le médecin, je lui explique ce dont j'ai besoin. Nous sommes sur une société un peu étrange. Y es un poco extraño. Somos una sociedad muy extraña porque ya no escuchamos a los expertos profesionales. Y los agricultores y agricultoras son expertos profesionales en alimentación. La deuxième chose sur la segunda cosa, la spéculation. C'est intéressant, mais je parle sous le contrôle de madame. Y bueno, esto lo conecto con lo que ha dicho la señora. Un agricultor está obligado a especular. Écoutez, vous semez, si vous avez des semences, si tienes semillas, et si vous êtes sur les céréales, y estás en el campo de los cereales, une por ejemplo, récolte par an. Tienes una Ça veut dire que vous cosecha faites por un año. métier Esto où significa que vous tienes una investissez profesión donde votre capital inviertes tu capital económico sur une durée longue, de una avec durada, l'aléa con una météorologique. durada, una Si la duración météo larga, n'est pas bonne, con vous el pouvez tout problema perdre. de la incertidumbre meteorológica. Si le consommateur a la changé meteorología d'avis no sur le acompaña, produit, mala vous pouvez cosecha. ne pas avoir de marché. Y bueno, si Et el si les consumidor politiques ont cambia changé de opinión, podrías réglementation no ou de tener normes, mercado, vous y si pouvez los être políticos cambian de absent reglamentación, de la possibilité de vendre vos produits. no tener la Donc un posibilidad de vender tu agriculteur, producto. par Por lo tanto, el définition, fait de la agricultor, spéculation. por definición, tiene que hacer Il va especulación. réinvestir une partie de ses revenus Reinvertirá pour la parte de récolte sus ingresos prochaine. para la Il va investir siguiente sur de cosecha. l'équipement technique. Invertirá en Il va equipo investir sur técnico, des changements de invertirá en pratique. cambios C'est de une façon de prácticas. spéculer. Es una manera de Spéculer, c'est faire especular. un pari Especular significa d'avoir une hacer una récolte apuesta, de donnée tener una dans un cosecha dada contexte en un connu ou contexto inconnu, conocido o en desconocido, espérant que les revenus soient esperando que los suffisants. ingresos sean Parce que ce qui suficientes. permet la sécurité Porque alimentaire de tous, c'est que les Lo que agriculteurs permite la peuvent seguridad avoir un alimentaria revenu. es que el agricultor pueda tener un C'est quand même papel. incroyable Es increíble qu'aujourd'hui, que hoy en día, dans ce métier, en esta vous profesión, n'avez pas de contrat de travail, no tengas contrato de vous ne trabajo, présentez pas no un poste presentes, no te en presentes a disant un puesto je veux gagner diciendo autant et yo je veux quiero ganar travailler autant tanto y d'heures. quiero trabajar tantas horas. Ça n'existe pas pour Eso les agriculteurs. no existe para los Vous n'avez pas agricultores. d'horaire de travail No existe horario de trabajo. et vous ne savez jamais Y combien nunca vous allez sabes gagner. cuánto vas a Jamais. ganar. Nunca lo Et même sabes. si vous E travaillez incluso très si très bien trabajas muy et que bien vous répondez à toutes y les que exigences respondes a sociétales, aux todas las critères exigencias politiques, sociales, au criterios respect de la nature, políticos y respeto pour hacia la différents naturaleza, aléas, vous por pouvez parfois tout distintas perdre.
razones puedes perderlo todo, aunque hayas trabajado perfectamente. Primera pregunta, la gran especulación financiera, que es otra cosa. La especulación financiera es otra cosa. Esto no lo he mencionado, pero es un punto importantísimo sobre el cual trabajo mucho. La paradoja de la cuestión agrícola es que mientras más pasa el tiempo, más tienes actores no agrícolas que invierten en la agricultura. Porque es un valor importante, porque implica a todo el mundo o porque implica cada año y de nuevo en la vida cotidiana de cada quien. Los grandes actores digitales invierten muchísimo en la agricultura y la innovación alimentaria. Lo mismo se puede decir de los grandes gigantes chinos digitales. Tenemos grandes fondos de inversión que no son fondos agrícolas y que invierten en este sector. Tenemos grandes planes de activos que empiezan con una B et qui finit par ROC. Y que acaban con il investit beaucoup. Pues bien, este tipo de fondos como plusieurs entreprises du secteur. Estos fondos inmobiliarios invierten en agricultura también. Existen fondos norteamericanos que invierten actualmente en la agricultura mediterránea, en un país vecino vuestro, en la península ibérica. Parce que les amandes de Californie, c'est fini, il n'y a plus d'eau. Las nueces o las almendras, porque las almendras de California se han acabado y no tienen agua. Qui viennent avec un ticket de plus d'1 milliard. Americanos que vienen con más de 1.000 millones. Cuando inviertes 1.000 millones de euros en Portugal, les haces cambiar en un punto porcentual su PIB. Pues bien, esto en relación a las semillas, etc. Podríamos multiplicar los casos y la especulación. Y la cuestión de las semillas es importante porque hace falta semillas para producir agricultura. Qu'il y a en Europe beaucoup de petites sociétés semencières. En Europa muchas pequeñas empresas productoras de semillas. Hace falta mantenerlas. Y también tenemos otro tema muy importante en lo que se refiere a las semillas. La sensibilité, la sensibilidad, justamente, de una nueva variedad o de un nuevo riesgo o de una nueva problemática climática, hacen que a veces haga falta maximizar las producciones. Y por lo tanto vemos que en el mundo contemporáneo tenemos una tensión permanente entre lo que es un pequeño productor, pequeñas sociedades, pequeños productores que pueden permitir que inventan, que innovan y que aportan seguridad y a la vez creo que hace falta también conseguir hoy en día encontrar combinaciones ganadoras entre los pequeños y los grandes, porque se trata de una cuestión de voluntades y objetivos. La pregunta es, ¿qué hacemos con estas producciones? ¿Las compartimos? ¿Las hacemos asequibles? La cuestión no es quién las produce, sino cómo las producimos y para quién las producimos. Y de nuevo, e insisto sobre ello, estamos aquí en un campo de soberanía solidaria. Porque podemos defender los valores y podemos defender de nuevo el convivir, lo cual me parece que una vez más es un tema que nos remite también a la especulación. Pensar en el Mediterráneo implica especular. Juste un petit mot avant de donner la parole à Pablo pour le blé. Donc moi j'ai vécu le blé. Pourquoi on abandonne le blé? Pour plusieurs raisons. Ça coûte très cher. Rien que les semences, les produits, les fertilisants d'abord. Deuxièmement, la consommation d'eau énorme. Vous savez que pour 1 kg de blé, combien d'eau vous avez besoin? 1000 litres. Ils se vendent plus. Troisième chose, le cycle long de blé est sujeté aux aléas climatiques. Donc vous pouvez semer du blé, mais à la fin vous ne coûtez rien. Donc tout ça, qu'est-ce que les agriculteurs ils ont abandonné? Moi-même, j'ai abandonné les céréales. J'ai abandonné le blé parce que c'est un cauchemar. Donc c'est impossible. Vous semez à la fin, rien du tout. Non, jamais. C'est de l'arbre. Tous les agriculteurs, ils ont transformé les céréales en arboriculture fruitière et culture maraîchère. Donc là où il y a un pouvoir, il y a donc une valeur ajoutée, une marge de manœuvre au niveau de quand tu vends, tu vas gagner. Et là, les céréales, vous ne gagnez pas grand-chose. C'est pour ça qu'il y a les gens ont abandonné la céréaliculture. La Tunisie était donc les greniers à blé à Rome avant. Mais maintenant, c'est fini. Donc si on revient à ce coup-là, les fertilisants, les pesticides, le problème des aléas climatiques, surtout le cycle est lent. Et la question que j'ai posée comme chercheur, pourquoi pas ne pas penser à des blés à court cycle pour éviter les aléas climatiques et éviter aussi donc toute cette charge-là. Donc c'est plusieurs questions qui se posent. Nous n'avons pas assez de temps. Je passe la parole, bien sûr, à notre ami donc Pablo. Vous pouvez clôturer donc, et donner. Tan solo
digamos, responder a alguno de los comentarios que se han hecho. Yo no soy ni mucho menos un experto en agricultura y hablo a título fundamentalmente personal, no como, digamos, portavoz del gobierno español o en fin, pues de los poderes públicos europeos. Yo creo que nosotros en Europa sí dedicamos un enorme esfuerzo a la agricultura. Yo creo que una buena prueba de ello es la política agrícola común, que ha sido tradicionalmente la que se ha llevado la mayor parte de los recursos del presupuesto comunitario. Este asunto durante muchos años fue digamos, un problema político importante, porque había muchos países del norte de Europa que consideraban que no tenía que ser así y que pedían una liberalización de esa política agrícola común. Con el tiempo se ha ido reformando y, digamos, se ha ido introduciendo pues liberalización y técnicas, digamos, distintas a la protección puramente de la producción, como por ejemplo las ayudas a los agricultores, a los productores, que es una cosa que existe hoy en día, ¿no? Pues en muchos de los sectores. Y probablemente lo que ha sucedido estos últimos años es que nos hemos encontrado con dos acontecimientos completamente inesperados que han sacudido completamente pues, nuestra forma de, digamos, operar en los mercados globales. La pandemia, por un lado, y por otro lado, una guerra caliente en Europa, que es la mayor de los últimos 70 años. Hay que recordar la magnitud de lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces, estamos todos sufriendo esta crisis de seguridad alimentaria global. Hemos hablado del Mediterráneo hoy aquí, pero es que nosotros tenemos una inflación del 10%, que tiene que ver en buena medida por los incrementos, en fin, de los precios energéticos, la cesta de la compra. Yo creo que lo estamos sufriendo todos. ¿Por qué estamos nosotros algo mejor preparados que otros países que son más vulnerables? Probablemente porque a través de esta política agrícola común, a través de, es verdad, un mayor, digamos, pues una mayor renta relativa, Europa pues puede reaccionar de mejor manera que otros países a esta situación. Yo creo que, insisto, esta es una gran oportunidad para replantearse determinadas cosas que hemos venido haciendo en las últimas décadas, pero no vamos a poder luchar contra algo que es absolutamente una realidad, como es la globalización, que ha venido a quedarse en la economía internacional. Muchas de las cosas, en fin, eso merecería una nueva sesión, que están sucediendo tienen que ver con cómo funciona el mundo hoy en día, y eso pues va mucho más allá incluso de la capacidad que tenemos como europeos para cambiar las cosas como quisiéramos. Merci, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive, donc on est un peu en retard par rapport donc, à ce qui était prévu. Mais je sais que c'est un sujet qui mérite plus de temps, hein, puisque ça, c'est notre avenir. Donc, j'ai quelques recommandations. Donc, c'est personnel, hein, donc ce sont mes recommandations, mais donc je vous laisse donc peut-être. Donc, la première recommandation, c'est d'inscrire la question de la sécurité alimentaire comme une priorité stratégique de la coopération régionale euro-méditerranéenne pour transcender les clivages nord-sud et encourager une vision géopolitique d'ensemble de la région. Deuxième recommandation, accompagner les politiques publiques agricoles des pays dans leur effort pour accroître les rendements des cultures et en particulier les céréales. Je crois, Sébastien, vous avez mis l'accent sur l'agriculture au niveau de la région méditerranéenne. Une troisième recommandation, ça c'est sous forme de question, pourquoi pas ne pas asseoir un fonds de la sécurité alimentaire pour l'ensemble de la région euro-méditerranéenne. On n'a pas un fonds donc de la sécurité alimentaire, et donc ça serait peut-être bien de penser donc à un fonds qui est dédié donc à la sécurité alimentaire au niveau de la région euro-méditerranéenne. Et la quatrième recommandation est l'observatoire sur la sécurité alimentaire. Est-ce qu'on a une instance euro-méditerranéenne qui prend en charge cette question donc, de la sécurité alimentaire au niveau de la région méditerranéenne? Donc il y a le comité, donc la FAO, mais on n'a pas quelque chose de
au niveau de la région euro-méditerranéenne un observatoire au moins. Donc on sait qu'est-ce que se passe au niveau de la région et ça nous donne des indicateurs pour donc, nos politiques, pour les décideurs, pour au moins donc, avoir une décision avant donc, le problème. Donc le problème des céréales, donc avant on n'en partait pas, maintenant la région donc sud, les pays arabes, donc du Maroc jusqu'à la Syrie, il a apporté 30% mondial donc, de céréales. Donc ça, c'est une question donc, à poser. Les décideurs, il faut qu'on mette ça en tête, essayer donc, de trouver une solution donc, pour donc, pallier donc, à cette insécurité alimentaire au niveau donc, de la région méditerranéenne. Voilà, sur ce, prend fin donc, cette session. Je vous remercie tous pour donc, votre participation et également donc, je ne dois pas oublier à remercier donc, notre ami et collègue Pablo d'être parmi nous. Donc, vous êtes d'Espagne, mais ça serait bien. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. Et bien sûr, donc, Sébastien, qui a animé, je crois, des centaines, je ne sais pas si j'ose dire, un grand nombre d'événements sur la sécurité alimentaire. Et je pense peut-être qu'on pense ensemble à asseoir une instance euro-méditerranéenne sur la sécurité alimentaire. Merci beaucoup, Sébastien, d'être parmi nous. Enfin, parmi nous, mais vous êtes donc aussi chez vous, hein, puisque donc, Barcelone, c'est aussi au cœur donc, de la région méditerranéenne. Je vous remercie tous et j'espère qu'on continue le débat donc, sur ce sujet très pertinent pour la région méditerranéenne. Merci beaucoup. Muchas gracias por todas y todas. Merci beaucoup à toi. Hein. Merci.